J'ai vendu mon premier SaaS et je vais t'expliquer tout ce que j'ai pu apprendre. Il y a environ 10 mois, j'ai commencé à montrer en public, documenter et avoir mes premiers clients via Twitter, donc directement. Et 10 mois après, j'ai pu le vendre. Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo tout ce que j'ai pu traverser, aussi mes erreurs, les choses que je referai, les choses que je referai pas et aussi pourquoi et comment j'ai réussi à le vendre. Donc pose-toi, prends-toi un petit café, on est en détente et tout va bien se passer. Je vais te donner absolument tout ce que j'ai appris dans cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus bref possible. J'ai tout mis sur un Google Doc, on se prend pas la tête et écoute, c'est parti. Donc déjà, on va mettre le contexte. Qu'est-ce que c'est SendShort? SendShort, c'est simple, c'était un logiciel, donc on va dire un logiciel en ligne permettant de base prendre des vidéos longues et envoyer en vidéo courte. Et puis, tu pouvais les éditer via des sous-titres, etc., etc. Enfin bref, je te laisse aller voir sur le site parce qu'absolument tout est disponible encore et ça sera bien mieux expliqué. Donc, tu peux faire aussi tes petites recherches après cette vidéo. Donc, on va mettre un petit contexte. C'est mon premier SaaS. Donc, moi, je suis Bichente, je suis issu de l'e-commerce de base et j'ai jamais appris à développer. Donc, déjà, là-dedans, je connaissais absolument rien. Je parlais pas anglais, donc vraiment zéro mot. C'est bon, maintenant j'ai beaucoup voyagé depuis un an, donc j'ai dû m'y mettre, mais je parlais vraiment mal anglais ou comme un mec qui sort d'école de France lambda, tu vois. Donc ça va pas aller loin. Donc j'avais quasiment aucune connaissance dans les SaaS. J'avais vu ça passer sur Internet, hein, un peu comme tout le monde. Donc je me suis mis à regarder des vidéos en anglais, je me suis mis à approcher des personnes qui étaient là-dedans, mais sinon rien de plus. Pas vraiment d'expérience, un petit peu comme l'e-com au début. J'ai mis les deux pieds dedans et j'ai lancé. Niveau budget, je suis parti avec 200 euros, donc les coûts de serveur tout simplement. Donc de 200 euros, on a réussi à le vendre. Donc reste jusqu'à la fin parce que je vais pouvoir tout te résumer et vraiment te dire aussi pour combien je l'ai revendu et comment ça s'est revendu. Donc je te remontre ici, ça je l'ai vendu donc sur Acquire, c'est pour bien te montrer. C'est une plateforme qui met en relation les vendeurs et les acheteurs et c'est une espèce de marketplace. Donc du moins c'est la plus connue. Anciennement Micro Acquire pour les petites compagnies, etc. Les side business des développeurs de base. Donc voilà, je te l'ai fait brièvement. Tu peux aussi aller checker sur internet et voir aussi par toi-même. Du coup, en fait, j'ai décidé de lancer un tool de zéro avec Romain, qui de base, lui, ne savait pas développer. Un jour, il m'envoie un message, il me dit, écoute mec, je me suis mis à développer, je vais rentrer dans une école de dev, j'aimerais bien me faire la main ou essayer de créer un truc. Je lui dis ok, essaie de prendre des vidéos et les reposter pendant la fameuse époque TikTok. Mais je me dis ok, genre, ça me ressemble pas, j'ai envie de faire un vrai projet, je savais pas trop où on allait, mais j'avais quelques idées. Donc de là, il commence à se mettre à développer. Au début, c'est une cata complet parce que lui aussi, moi je n'avais jamais marketé un SaaS, mais lui aussi n'avait jamais développé un SaaS. Donc on s'est dit ok, on s'associe là-dedans et ensuite on va pouvoir commencer tranquillement. Donc on a décidé de partager, documenter tout ça en public pour amener du trafic et aussi aider, inspirer d'autres personnes. Et il y a une espèce de petite vague qui a commencé à venir sur le Twitter, du moins français, où beaucoup plus de personnes ont pu lancer ou au moins avoir des idées de projets. Et j'en suis sûr, et même on m'a mentionné, beaucoup envoyé de messages, ça a pu en inspirer quelques-uns. Et c'est aussi pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui, tu vois. Donc en gros, au niveau de l'équipe, du coup après on a eu du renfort, je vais t'expliquer pourquoi. On avait moi en tant que marketeur, Romain en tant que développeur, Hugo qui est beaucoup plus dans la partie exécution et moi plus dans la partie market vision et ok on va là comme ça. Et puis Axel après qui est arrivé et qui était dans la classe de Romain, donc en renfort en développeur. Donc on a aussi eu Ange qui nous a rejoint en tant que créateur contenu et qui nous a aidé aussi à faire des placements, etc. Et voilà. On s'entourait aussi de freelance autour de nous pour répondre à plusieurs tâches et les besoins instantanés dès qu'on pouvait. Petite pause café, frérot. Du coup, on retourne sur l'idée de base. C'était créer un bot et que gagne des skills en développement. Donc l'idée c'était donc automatiser toutes ces vidéos qu'on voyait et pouvoir les envoyer les unes après les autres. Donc voilà. Moi ce que j'ai fait pour lancer au début, j'ai décidé de call et d'appeler un maximum de monteurs pour avoir une idée de SaaS derrière et vraiment répondre à leurs besoins. Et au début les gars, la première chose c'est ayez honte de votre MVP parce que si vous lancez votre produit au début et vous en êtes trop fier, c'est que c'est peut-être pas un MVP, vous êtes
peut-être passer trop de temps et donc votre MVP au début, il doit être cracra, genre vous devez un peu en avoir honte, il doit y avoir des bugs, ça doit être compliqué. Et regardez, genre la gueule qu'on avait lancé le truc, Mimi Machi était tout gun, je sais pas pourquoi. Et vous voyez, c'était vraiment pauvre et c'était très nul. Regardez, même le footer, il était ici. On a vraiment lancé ça en 2-2. La LP, et encore, c'était même pas celle-là le jour du lancement, on avait fini 30 minutes avant. Sur un template Webflow ou Framer, je sais plus. Puis on a switch sur une première version d'LP. Voici en gros genre ce que ça ressemblait. Après on a mis des sous-titres, donc ça c'était déjà un peu plus avancé au fil des semaines. Mais voilà à quoi ça ressemblait, c'est qu'au début c'était vraiment pas fou et il faut vraiment avoir un petit peu honte quand vous lancez un truc. Au moins genre vous pouvez shipper vite une idée et au moins voir s'il y a de la réponse ou s'il y a de l'attraction sur une audience. Donc derrière vous pouvez récupérer vos premiers utilisateurs, les avoir au téléphone et derrière bah ça peut enchaîner. Du coup pour le lancement ce qu'on a fait c'est que voilà, j'ai fait un thread directement et j'ai dit mon premier SaaS est en ligne, blablabla, le meilleur outil pour créer des shorts. Et du coup, bah, j'ai eu du soutien, 363 000 vues, 400 likes là, à peu près. Et voilà, donc ça ressemblait vraiment à ça. Et un mois avant, j'avais annoncé, histoire de faire chauffer un petit peu pendant ce mois-là et avoir plus d'audience pour répondre et avoir des gens au téléphone. Moi, c'est un side business, c'est-à-dire que j'avais ma marque e-commerce qui me prend vraiment beaucoup de temps. Donc c'était vraiment un side à côté et c'est mission réussie à créer, documenter et puis le revendre. On a pu transformer ça, créer des shorts viraux depuis YouTube ou en .mp4 simplement sans compétences de montage. Donc ça ressemble à ça désormais. Donc on a fait refaire la landing page, on a pu apprendre aussi tout ce qui était UX, UI et vraiment pu développer un maximum de choses. Donc, vous avez vu, c'est le jour et la nuit. Coucou, c'est moi. D'ailleurs les gars, abonnez-vous si vous voulez d'autres feedbacks et que je continue à documenter, il faut vous abonner et mettre des likes parce que bah, c'est la data qui me permet de valider, de vérifier si vous avez aimé quelque chose. Donc s'il n'y a pas de like, il n'y a pas de vue ou il n'y a pas d'abonnement, bah, je vais arrêter de faire des vidéos et vous vous démerderez parce que pour le moment je suis bénévole sur YouTube. Et ma vie n'est pas résumée au bénévolat les gars. Voilà, donc après au niveau de la stratégie marketing, comment on a pu le marketer au début? Donc via ma personal brand, après on est parti chercher des influenceurs et faire des collabs. YouTube, on a commencé à faire du YouTube, donc notamment avec ma visibilité, le podcast que j'ai lancé et à côté, affiliation, donc de personnes qui prennent un pourcentage en amenant du trafic via leur audience ou alors qui vont avoir des blogs, se ranker sur Google et SEO. Sauf que tout ça, c'est bien beau, mais ce projet, ça demande du temps. Et ce projet, ça arrive à un plafond de verre au niveau de l'audience, du temps, de l'argent et du volume. C'est qu'on arrive à dépasser rapidement les 10 000 de MRR dès le début via mon audience Twitter, donc 10 000 euros de revenus mensuels. J'en ai fait une vidéo, j'ai expliqué comment. Sauf que après ça, il faut creuser d'autres axes et trouver d'autres leviers, d'autres canaux et avoir d'autres moyens de visibilité. Sauf que moi, ça revient à un side business. Et on a une problématique. Personne n'a une énorme audience et personne est full time dessus. Ça veut dire que Romain est en cours, Axel aussi est dans sa classe, Hugo il est sur la marque e-commerce avec moi à plein temps et moi aussi. Donc du coup on se met tous à travailler sans vous mentir. On se fait des calls le soir, eux après l'école, moi on se fait un call une fois par semaine le lundi, mais à 18h30 j'ai travaillé toute la journée sur ma brand. Enfin on est explosé concrètement. Eux ils arrivent à développer la nuit, c'est hyper compliqué. Et on se pose des questions, on se dit mais c'est pas tenable en fait, c'est pas tenable juste en tant que vie personnelle. Et on arrive aussi sur un espèce de plafond au niveau de l'audience où au début ça a fait que monter, même si on a dépassé largement les 10K, on a continué à le monter le tool via aussi d'autres canaux et du trafic ailleurs. Tout simplement on arrive sur un truc où en fait le moindre effort dedans, bah en fait c'est pas rentable que si je mettais le plus d'efforts dans ma marque e-commerce. Du coup bah c'est assez compliqué pour moi et Hugo et que ça devient horrible pour Axel et Romain qui eux limite en dorment plus, tu vois, c'est très compliqué pour eux. Je me mets à leur place, rentrer le soir et développer en plus de excuse-moi l'école et leur alternance, j'avais zappé. Donc ils ont leur école, leur alternance, scène short à côté, donc ça prend énormément de temps pour tout le monde. Du coup, on arrive à un constat où en même temps moi je vais apprendre, c'est vu mon réseau et ma connaissance dans le
money ou le money making si tu veux, comme tu préfères. Donc en tout cas sur faire de l'argent sur internet, parce que moi mon audience de base c'est des personnes qui veulent entreprendre ou qui sont déjà entrepreneurs. Donc forcément je parle de montage vidéo, de création de contenu pour ces gens-là, mais c'est pas concrètement le why et le besoin. Moi ils me suivent pour gagner plus d'argent, ou alors ils aiment ma façon de réfléchir, ma façon de lancer des projets et comment j'arrive à documenter et parler de ce que je fais sur internet librement. Donc il arrive un step où en fait mon avatar client, mon ICP, mon persona n'est plus bon en rapport par rapport à mon audience. Du coup, ça devient très compliqué de le marketer et j'arrive vite au plafond de verre, au créateur contenu que j'avais dans mon audience. Et du coup, forcément, ça monte beaucoup moins vite et il faut investir beaucoup plus de temps pour avoir des résultats. Et vu que c'est un side business et que ça me rapporte plus sur mon projet A que aller sur le projet B, au bout d'un moment, les maths et les questions de coût d'opportunité, ou dans la vie, tout est question de coût d'opportunité, il y a des choix qui se font. Donc forcément, je vais mettre en priorité mon projet et ma marque e-com, qui a un SaaS d'ailleurs maintenant. Donc tout ce que j'ai pu apprendre à côté, je l'ai réappliqué dans ma brand e-com. Donc c'est un petit peu une première, c'est avoir une marque avec un SaaS connecté. Je referai des vidéos et je doxerai ça plus tard. Pour le moment, j'ai énormément de travail, il faut que je monte ça à plus de 10 millions par an. Après, je verrai ce que je fais. Et pour le moment, c'est le travail. Mais enfin bref, tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai pu l'appliquer aussi dans le projet. Du coup, la chose à ne pas faire et la chose que j'ai appris, c'est une idée, développement, une audience et un MVP. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas partir d'une idée, développer, avoir l'audience et après le MVP. Non, José, non. C'est pas ça qu'il faut faire. Mais plutôt avoir une audience, trouver une problématique dans son audience, déjà avoir le levier et le raccourci, répondre à la problématique, donc valider par les gens que tu as et valider la problématique en ayant au téléphone, etc., en échangeant avec ces gens-là. Valider avec les clients la potentialité, donc là tu les prends là hôtel, et avoir un MVP, un lancement et une seule feature. C'est que nous on s'est retrouvé aussi dans un truc à faire plein de features, plein de choses en même temps, où on a mis plus de temps à développer qu'à concrètement marketer la feature qui nous ramenait 80%. Donc une feature c'est une caractéristique de ton SaaS si tu veux. Par exemple, nous on était focus vraiment sur les vidéos longues, les vidéos tout courtes. Et on faisait les sous-cheats, les vidéos longues, programmer son contenu, etc. On a vraiment fait un game changer. Bon, maintenant, ça ressemble à un truc. Le mec a racheté, les refait parce qu'il y a déjà tout de dev et c'est incroyable. Et forcément, c'est le jeu. Mais bon. Et ensuite, tu vas aller le marketer, tu vas aller chercher tes premiers dollars. Si vous n'avez pas d'audience, ou alors vous vous dites, comment je fais? J'ai pas d'audience. Qu'est-ce que je fais? Pas d'audience. Soit tu vas t'associer avec quelqu'un, soit tu vas donner un pourcentage des revenus à un énorme créateur, youtubeur, influenceur. Il faut quelqu'un qui ait une communauté. Si vous prenez par exemple Minea de Yomi, Minea ça fait beaucoup d'argent parce qu'il y a Yomi derrière et il y a tous les gens de sa formation qui peuvent l'utiliser et en plus ils peuvent aller passer des deals avec d'autres Yomi bis dans d'autres marchés, qu'ils soient aux États-Unis, des Néerlandais, etc. et leur donner un gros pourcentage d'affiliation pour qu'ils renvoient de leur audience à utiliser leurs produits. Donc forcément, et vu qu'ils ont les hacks et l'audience, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. C'est des raccourcis et en gros, si tu mets 1 heure de ton effort, ça doit faire tant de dollars. Il faut réfléchir autrement. Surtout, du coup, le puissance et l'impact et la visibilité et l'audience, c'est que pour faire des millions, il faut faire des millions d'impressions pour faire des milliers d'euros. Donc forcément, il faut tabasser l'audience et au bout d'un moment, tu arrives à un plafond de verre. Donc il faut continuellement trouver des hacks ou comment on peut renvoyer du trafic ou comment on peut vraiment faire un boom pour faire parler de son projet et derrière pouvoir le marketer, le documenter. Du coup, pourquoi le revendre si ça fonctionnait? On arrivait sur quelque chose de bête et méchant. Un calcul de coût d'opportunité. Side business pour moi et Hugo, une alternance pour Romain et Axel, calcul de coût d'opportunité comme je disais, et on a reçu une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Franchement, je l'ai listé, l'offre était très bien, très correcte pour nous, et on a tout simplement voulu accepter et le revendre. Ça tombait à pic, et tout le monde était content. Donc on a deal dessus. Donc comme je disais tout à l'heure, on gagne vraiment bien avec notre main business et maintenant on fait e-com plus SaaS et on possède donc l'audience de base pour pouvoir mettre un SaaS derrière et on fera plus jamais l'erreur tout simplement. Ou alors ce qui aurait pu être intéressant, c'est m'associer avec un Dali ou un gros créateur contenu, gros influenceur français et qui prennent un pourcentage ou alors qui prennent vraiment une grosse part d'affiliation et qui me ramènent énormément de personnes. Ça aurait été
un des deals intéressants et qui puisse soit peut-être créer une formation ou alors créer une grosse communauté de créateurs contenu et dedans on puisse insérer notre tool. Il y aurait pu y avoir aussi un truc très intéressant que j'ai pensé, c'est faire une formation en front avec l'un de ces gros créateurs contenu. Par exemple, si je prends Dali, ok, je m'associe avec, il me fait une formation. La formation, je peux envoyer des publicités payantes. Du coup, vu que la formation, c'est que du bénéfice in front, ça monte automatiquement mes users dedans. Et dedans, je colle mon SaaS. Et j'aurais pu aller chercher un écosystème et le craquer en ad, donc en publicité payante. Et derrière, ça aurait été des mathématiques et des effets cumulés. Plus je vends de formation en front, plus je peux revendre, plus j'ai de membres dedans, plus je peux vendre d'abonnements pour SendShort avec une offre unique dedans. Et j'aurais pu venir l'insérer dans un écosystème. Si on prend par exemple Yomi, il a sa formation en front, donc il a une énorme audience et derrière, il a l'affiliation Shopify, etc. Et il va pousser son tool Minea. Donc il va pouvoir tout simplement envoyer son trafic et ses utilisateurs de sa formation vers Minea et il va prendre le même procédé et le donner pour d'autres créateurs contenu ou d'autres personnes qui ont des écosystèmes comme ça et qui n'ont pas le savoir ni le SaaS qui est Minea. Donc ça, c'est concrètement ce que j'ai appris. Donc on s'est retrouvé concrètement avec une fatigue accumulée côté Romain et Axel, une envie commune de voir autre chose. On avait une ambiance plus de potes que de travail, donc forcément ça porte à défaut. Tout le monde était associé et aussi, moi, mon objectif, c'est créer une société à plus de 10 millions et ceci n'était pas le cas. Sur le papier, c'était pas possible pour moi et surtout dans la configuration actuelle. Donc j'ai préféré le lister, recevoir une offre très intéressante et le vendre. Surtout que de base, ce n'était pas destiné à être un énorme business, mais juste à quelque chose que je vais faire, montrer que c'est possible d'apprendre de zéro un domaine et tout simplement aller le vendre. Donc c'est ce que j'ai fait et réussi. Donc du coup, on s'est retrouvé dans un truc, on mettait beaucoup trop d'efforts par rapport à 4 personnes. C'est juste des mathématiques, c'est que même si on gagne 10 000 euros chacun, calculer, il faut faire combien de bénéfices par mois pour sortir ne serait-ce que 10 000 euros de salaire chacun. Compliqué, même si les parts n'étaient pas égales. On a une division des parts qui était autre. Notamment pour Axel qui était arrivé après dans le projet. Mais même, ça prenait quelque chose et c'était pas forcément rentable au final. Donc on a rendu le tool prêt à scaler et prêt à être transmis à un acheteur qui va arriver avec ses équipes, sa vision et un projet clé en main, prêt à scaler. Donc il était prêt et je pense qu'il est en train de scaler et je pense qu'il va même très bien scaler parce que SendShort va encore mieux que se porter que l'équipe qu'on était avec le lead et notre temps plus investissement qu'on avait à disposition. Donc ça va que s'améliorer, je pense. Donc voici la stratégie ou les pistes si je vendais pas. L'objectif, ça aurait été de craquer le plafond de verre et trouver du volume sans passer du temps. Donc ça aurait été scalable en ad, publicité payante. Mais pourquoi c'est puissant les ads? C'est une machine qui tourne sans toi. En plus de maîtriser ça sur mon domaine principal, l'e-commerce. Donc là, j'aurais pu craquer niveau temps, argent et réussir à le faire basculer en ad. Du coup, comment j'aurais procédé? C'est en faisant une académie de création de contenu, donc formation soit directement liée à SendShort, soit avec un influenceur, où j'aurais tout simplement pris un gros créateur qu'on avait chez SendShort ou quelqu'un et après j'aurais run le business. Sinon, pour le run en ad, qu'est-ce que j'aurais fait? Un espèce de Done for You, une agence déléguée en paiement à étiquette. D'ailleurs, ils l'ont fait. Si vous allez sur le site, il y a un truc à étiquette Done for You SendShort. Du coup, le service aurait été bien moins cher pour les monteurs et ça aurait été une offre plus à étiquette. Et voilà, grosse offre, rentable sûrement en ad ou break-even. Et après, on aurait joué sur la lifetime value, sur combien de fois les gens rachètent chez soi, etc. etc. Enfin bref, je vous laisse aller creuser là-dessus. Ils l'ont fait, ils ont fait une landing page exprès sur le SaaS, le racheteur l'a fait. Donc, on a décidé après tout ça de le lister sur Acquire. Et ce qui est marrant, c'est que, coucou, c'est moi. C'est lors de la première fois que je suis allé aux États-Unis, à San Francisco en 2023. Je connaissais absolument rien au SaaS. Je mettais un pied là-bas, j'étais au tout début de SendShort, c'était dégueulasse et ça buguait, mais j'ai pris mes couilles et je suis allé là-bas. Et au final, quelques mois après, 10 mois après environ, j'ai réussi à le revendre. Donc voilà. D'ailleurs, t'es mal à Calvas. Désolé là. Et j'étais avec le bon vieux Dylan avec qui j'ai voyagé aux USA. Je te fais un petit coup, je t'embrasse frérot. Qu'est-ce qu'ils ont, donc justement, je l'ai listé sur cette marketplace et qu'est-ce qu'ils ont vérifié et regardé.
Donc ils ont regardé le chiffre d'affaires, le nombre d'utilisateurs, le churn. Donc le churn, c'est le nombre de personnes qui se désabonnent. Et sur une niche comme Sendshort, j'avais réussi de le faire passer au tout début MVP. C'était tellement dégueulasse, il y avait tellement de curieux, IA, etc. C'était un peu plus de 50% de churn au tout début, tellement que c'était nul. Ensuite, on est tombé à 30 et vers la fin, j'ai réussi à le faire tomber environ à 18%, sachant que ces niches et du B2C un petit peu instable et où c'est des créateurs contenu un petit peu curieux. En vrai, c'est pas très intéressant au niveau du churn. Donc forcément, ça joue dans les valorisations et des reventes. Là où par exemple dans des secteurs ou des SaaS B2B, donc business to business, ça va être beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple. En plus, beaucoup plus simple de conserver un client. Donc forcément, c'est plus intéressant au niveau valorisation et on le voit directement. Donc ils ont regardé aussi nos profils, si la boîte elle a des problèmes juridiques, la marge, la rentabilité, nos personnes, notre main business avec Hugo. Et ils ont creusé, savoir qui on était, ce qu'on faisait, etc. Et si on leur racontait pas tout simplement des cracks. Donc comment ça se passe? En gros, quand tu lis sur Acquire, tu mets toutes tes informations, tu peux connecter ton Stripe, tous les blablabla, là, tous les machins, toutes les API. Tu reportes la compta, tu mets un petit Excel. Il y a des mecs qui viennent avec des trucs fonds vérifiés ou des acheteurs, tu peux voir leur LinkedIn, tu peux accepter ou non. Ensuite, tu fais une acceptation, tu peux échanger avec eux par message, tu peux programmer des calls. Et nous, on a fait 3 calls. À chaque fois, c'était que des étrangers. Il n'y avait pas eu de français. Et on a fait 3 calls et au 3e, on a trouvé l'acheteur et la bonne offre. Donc voilà. En gros, les gens, ils veulent savoir pourquoi tu vends globalement. C'est pas la police. S'ils demandent toutes ces infos-là, il faut se mettre à leur place. Et comme si toi, tu étais acheteur, qu'est-ce que tu voudrais voir et savoir sur le business, donc tout simplement. On voulait aussi des acheteurs qui soient bien pour le projet. Donc on essaie de veiller à ça, même si on faisait pas trop les stars et les divas. Le but c'est de vendre après, voilà quoi. Et ce qui est bien, c'est pas trop s'attacher à votre projet. Ça reste un business. C'est pas, même si c'était mon petit bébé, ça me fait un truc. Bon, j'ai pris le chèque, c'est cool le chèque. Et surtout, j'ai pris l'expérience que j'ai pu appliquer directement dans mon main business. Et peut-être, j'ai que 24 ans, donc en réalité, je pourrais en relancer des SaaS et des sociétés. Donc peut-être il y a des choses qui arrivent, ou peut-être j'ai d'autres idées. Et peut-être je vais passer place à la suite. Donc en gros, nos erreurs globales sur le projet, ça a été une course aux features. Donc on a voulu faire beaucoup trop de choses, alors qu'en fait, il suffit d'une seule et unique raison pour faire venir les gens dedans. Ensuite, tu peux faire que des features pour les encourager à ne pas se désabonner. Et surtout, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Donc encore une fois, on connaissait pas trop aussi nos clients au début. Ça a été une erreur aussi marketing de ma part. Donc marché compliqué, il y avait beaucoup de concurrents. Panier moyen de merde, offre de merde. Un churn, trop de curieux, création de contenu égale broki. C'est pas des entrepreneurs ou c'est pas du B2B comme j'expliquais un petit peu avant. Donc forcément, ça churn, ça enlève la CB, c'est chiant SAB et moi ça m'intéressait plus par rapport à mon main business, donc pour revenir dessus, voilà. Apprentissage CRO, donc UX UI, donc optimisation de tout ce qui va être affichage. Chaque bouton qui est designé sur le SaaS ou sur votre projet, il sort de votre tête. Donc j'ai même appris ce que c'était des outils comme Figma, même à toucher un petit peu à Webflow parfois. Enfin, vraiment, ça m'a donné encore un petit couteau suisse et des compétences autres que j'avais dans l'e-commerce, et j'ai une vision beaucoup plus globale dans l'entrepreneuriat et des besoins désormais. Aussi, on avait un problème des feedbacks d'users, on avait un problème d'ICP, on prenait beaucoup trop de feedback de monteurs alors qu'en réalité, le volume et la masse, c'était des créateurs contenu et ils n'avaient pas forcément les mêmes besoins. Du coup, on s'est retrouvé beaucoup plus avec des agences et des plans d'agences. En vrai, au final, ça allait parce qu'on avait un churn qui avait vraiment stabilisé à la fin. Tout à l'heure je disais 18, mais je crois même on l'a descendu à 15, donc on est passé de 50 à 15. Bon, après il y a des mois qui sont écoulés, il n'y a pas le même volume, mais c'est intéressant. Donc pas assez proche de notre persona classique. Résultat, plus de monteurs et d'agences que créateurs. Mettre un maximum de stats et questionnaires. Par exemple, sur un Shopify, ce qui est ultra puissant, les gars, c'est que vous avez absolument toutes les datas à l'intérieur de votre SaaS. Ça veut dire que là, on aurait dû mettre beaucoup plus vite un dashboard admin avec toutes les datas, voir les shorts que nos clients y font, voir leurs vraies problématiques, mieux connecter directement dès le début des hotjars pour où savoir où vont les gens, etc. Et toutes ces erreurs-là, je les ai pas réappliquées sur mon autre SaaS, ce qui donne maintenant mon SaaS fonctionne déjà très bien. Celui que j'ai avec ma marque. Donc du coup aussi, perte de temps et d'énergie sur un petit marché français. Si les mêmes efforts on les avait mis aux USA et en anglais, par le volume, et je le vois aussi par exemple avec ma marque e-com qui tourne aux US
Comparé en France, bah, le CA, il est de x10. J'en suis sûr, si j'avais mis la même énergie, la même intensité, je possédais pas l'audience, donc je peux pas refaire le monde, mais j'en suis sûr que j'aurais eu un meilleur résultat en anglais. À moins d'avoir une grosse audience à la Yomi sur un marché français. Mais Yomi, pourquoi il fait autant ou avec un Minea ou autre chose? Il y a d'autres SaaS, je prends un exemple connu de tous, tu me connais, même si c'est pas la référence Minea, pour moi c'est loin d'être le meilleur SaaS, mais c'est bête et méchant et ça fonctionne. Mais pourquoi? Bah, Yomi il fait des milliers d'impressions, il a surtout 1 million d'abonnés, c'est-à-dire que tout le monde le connaît, c'est une personnalité publique désormais, tu vois, c'est un mec connu. Donc du coup, on a fini un petit peu, mois après mois, par une perte de temps et d'énergie, égale, bah, on a le mindset qui baisse, donc on travaille un peu moins, on se pose des questions. Donc on a tout simplement décidé de le mettre en vente et que chacun fasse sa route, ses projets et voilà. Et peut-être qu'on sera mené à retravailler ensemble dans d'autres projets avec toute cette connaissance désormais que je vous offre aujourd'hui. Donc en vrai, il y a des gens, ils pouvaient vous faire payer des formations ou quoi. Moi, je vais pas lancer une formation dans les SaaS, du moins c'est pas prévu. Donc bah, la moindre des choses, essaye de t'abonner ou mettre un like si t'es encore là dans la vidéo et j'espère que ça te plaît. Vraiment, je fais ça par plaisir pour aider, tout simplement. Donc j'espère qu'on peut aider un petit Vincent d'il y a quelques mois avant qu'il parte aux États-Unis, qu'il entend parler de ça sur Internet et surtout en français parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenu en français. Égal, tout le monde est maître de son temps, il a de l'argent et des compétences. Donc voilà, on repart tous avec des compétences, de l'argent et surtout l'expérience d'une revente. Mon petit instinct de marketeur, c'est que je suis pas bullish sur le marché en général des shorts. C'est que tu prends la dernière conférence d'Hormozy, il explique qu'en fait ça attire beaucoup de golemons, que c'est pas pratique pour certaines choses. Du coup, il y a beaucoup d'infopreneurs ou de gens en général qui vont perdre de temps. Mais même si les créateurs contenu vont continuer, mais je vois quand même une petite baisse dans le marché du short à venir et même au futur. Donc je pense que ça va jouer. Plus du coup, bah, j'avais plus envie de market quelque chose dans ce domaine-là. J'ai eu un espèce de ras-le-bol. Et aussi, le problème, c'est que je recevais énormément de messages. Genre, j'étais un peu le SAV vu que j'étais la figure du truc. Donc c'est moi aussi de mon management, mais j'ai mal géré aussi ce côté-là. Et j'ai une tranquillité et je dois des comptes à personne en faisant ma société et mon e-commerce. Donc je dois des comptes que à mes associés. Donc voilà, le prix de revente, je pourrais pas vous dire parce qu'on est sous NDA et j'ai pas envie. Mais bien plus de 6 chiffres et maximum 7 chiffres. Voilà le prix de revente du tool. Donc c'est mignon pour un premier SaaS. Donc premier SaaS, première revente, objectif réussi. Je suis plutôt fier de moi, même si j'aurais pu faire extrêmement mieux. Parfois, j'ai eu mon ego qui m'a emporté sur beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de maturité, je pense, avec ce projet-là. Et je me dis juste, bah, c'est quoi la suite, tout simplement. Continuer à documenter, continuer à faire des vlogs, continuer à faire des vidéos et inspirer, aider un maximum de personnes. Checklist globale de ce qu'il vous faut pour réussir. Une bonne audience, un bon produit, un bon marché, une bonne team, de la bonne marge. Parce qu'en plus de ça, SendShort n'était pas dans les projets. Vu qu'il y avait du traitement de vidéo, c'était très compliqué en termes de développement. C'est un des projets les plus durs possibles. Donc, on s'est vraiment pété les dents comparé à des SaaS bêtes et méchants. Et quand c'est bête et méchant, c'est 500 fois plus simple et mieux même. Donc, il y avait un petit peu tout le temps du SAV et une évolution du marché vidéo. Enfin, c'est un marché très compliqué. Et du coup, bah, il y a du traitement de vidéo et les marges n'étaient pas aussi hautes que beaucoup de SaaS. Donc, voilà. Quelque chose de game changer est vraiment entrer dans la routine des gens. Moi, par exemple, il y a des SaaS Calendly pour les rendez-vous, je peux pas m'en passer. Tu as besoin de ça. Tu es dans la routine de la personne, tu es dans le main business de la personne. Donc forcément, bah, ça joue. Et solve les problèmes à grosse échelle. J'ai beaucoup trop réglé des petits problèmes au fur et à mesure, petit à petit, au lieu d'aller à la source et régler des choses directement en haut. Mais encore une fois, c'était une vision où tout était fait et cumulé. C'est-à-dire que moins je connais les besoins de mes clients, moins je connais leur feedback, plus je me trompe en ICP, plus je fais des petits changements inutiles, égal je perds mon temps, mon énergie, ça fatigue derrière les devs, du coup ça fatigue en énergie aussi de leur côté. Le MRR il monte moins vite que prévu, on arrive au plafond de verre et en fait c'est un snowball constant. Il faut toujours être dans le bon mood, la bonne énergie, être proche de ses clients, solve les problèmes à grosse échelle en haut
Et c'est comme ça que ça fonctionne le business, tout simplement. Donc pour conclure la recette pour notre revente et comment on a fait pour tout de même réussir une revente comme ça, bah on a aidé les gens à faire plus d'1 million de shorts. Donc c'est voilà quoi, genre le tool était efficace vu qu'on a aidé, participé à faire autant de shorts sur le marché. On parle de plus d'1 million de shorts, donc forcément derrière ça va ramener des centaines de milliers d'utilisateurs. On a fait des milliers d'impressions en global dans le projet. On a converti des milliers de personnes à tester au moins gratuitement. Et du coup, grâce à ça, on a pu revendre des centaines de milliers de dollars car on a aidé des gens à faire plus de shorts en moins de temps, sans effort. Donc tout était question de volume et d'échelle. Les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter s'il y a de la value ou si vous avez d'autres questions, je peux répondre dans le possible et le raisonnable dans les commentaires. Venez sur mes réseaux sociaux, Instagram, mon groupe Telegram où je partage quelques values comme ça en instantané, tout expire chaque 24 heures. Abonne-toi tout simplement, je pense que je le mérite et mets-moi un petit like. C'était BX et merci de m'avoir écouté et maintenant place à la suite de l'aventure. Sur ce, je vous embrasse, va bosser.